Bonjour à vous, chères créatures. Pour cette troisième vidéo se déroulant au sein des légendes Yakut, vous allez suivre trois histoires. La première met en scène un autre type de mésaventure étant arrivé à quelqu'un n'ayant pas respecté un Kariak, comme cela est arrivé dans le conte numéro 5. Mal lui en prendra, car il passera une nuit terrifiante où il apprendra que l'avidité en territoire Yakut mène rarement à quelque chose d'agréable. Dans la deuxième histoire, deux frères chasseurs vont faire la triste expérience qu'il faut toujours se méfier quand une femme inconnue et aguicheuse vient se présenter à la porte de leur cabane sous prétexte de s'être perdue. Les apparences sont souvent trompeuses, surtout en Yakoutie. Dans la troisième histoire, une famille va se retrouver confrontée à un esprit n'ayant guère apprécié que l'on coupe l'arbre récalcitrant lui servant de refuge et prendre un malin plaisir à remplir les journées de la famille de violences ciblées que rien ne semble pouvoir arrêter. Trois histoires, trois destins, le tout se déroulant au cœur des territoires de l'autre monde. Yakoutie, conte 6, de l'argent facile. Voilà la deuxième histoire. Elle se déroule vers les années 60. Un imbécile avait quitté Yakoutsk pour se rendre dans le Louz-Damginsky. Un russe, pas un Yakout. Enfin, il faut savoir qu'en Russie, il y a plus d'une centaine d'ethnies différentes qui ont toutes sur leur passeport la nationalité russe. Ici, comme souvent d'ailleurs, il s'agit donc d'un russe ethnique. De nos jours, on pourrait le désigner en tant que chômeur. Petit rappel, sous le communisme, le chômage n'existait pas. Il n'y avait par conséquent aucun mot pour ce concept. Il était allé à Amga chez un pote qui lui avait promis de lui trouver une place dans son kolkhoz, car il n'avait pu se faire employer en ville et avait perdu tout son argent dans des jeux de hasard. Quelqu'un l'avait transporté sur son chemin jusqu'à un certain point, puis il avait continué à pied, tout droit, sur une route étroite. L'été n'était pas encore arrivé, il n'y avait pas de moustiques, il faisait bon, la lumière n'avait pas encore disparu, notre homme avait dans son sac de quoi manger et boire, en gros, tout allait bien. Il marchait tranquillement quand il aperçut près d'une clairière un grand arbre noueux recouvert de petits papiers de différentes couleurs. Bien évidemment, il ne comprenait pas de quoi il s'agissait, car c'est un russe, c'est non un Yakout. L'arbre l'amusait au début. Puis, en regardant mieux, il s'est aperçu que sous l'arbre, ainsi que dans ses branches, se trouvaient des tas de pièces de monnaie et même des billets. Ni une ni deux, il s'est emparé de la totalité, devenant ainsi propriétaire d'une coquette somme, l'a fourré dans ses poches et a poursuivi son chemin d'humeur joyeuse. Alors que le soir approchait, il s'est installé dans une clairière dans laquelle se trouvait une maison de vacances inhabitée. Il a mis sa veste en guise de drap sur le chalit, bu sa vodka et est parti se coucher. Il n'a cependant pas réussi à s'endormir, sentant que quelqu'un lui tirait la jambe. Il a d'abord essayé de continuer à essayer de dormir, mais on lui tirait la jambe de plus en plus fort. Il s'est alors brusquement levé et a regardé autour de lui. Pourtant, rien. Seule la nuit d'été emplissait la maison ainsi que la clairière. L'homme s'est donc de nouveau allongé et alors qu'il commençait à s'assoupir, on lui a de nouveau tiré la jambe. Cette fois, il s'est levé en jurant et est sorti de la maison en trombe pour inspecter le cercle, mais toujours personne. Notre homme était trop endormi pour ressentir la peur. Il est de nouveau retourné se coucher, changeant de position. Pendant longtemps, il n'a pas réussi à fermer l'œil, mais au bout d'un moment, il a fini par trouver le sommeil. On lui a alors tiré la jambe si fort qu'il est tombé du chalit et a été traîné un peu plus loin sur le sol. Mais une fois de plus, lorsqu'il a ouvert les yeux, il n'y avait personne. Toute la nuit s'est poursuivie ainsi. L'homme essayait de s'endormir, mais quelqu'un l'en empêchait. Enfin, vers le matin, après une énième fois, il a ouvert les yeux par habitude et s'est relevé. Et c'est là, dans la pénombre, qu'il a vu la silhouette noire d'un homme gigantesque à la stature imposante, penché sur lui et le tenant par la jambe. Ses nerfs ne l'ont pas supporté. Il s'est levé d'un bond en hurlant, est sorti de la maison en courant et s'est précipité là où ses jambes le menaient. Il s'est aperçu seulement après qu'il avait oublié son sac dans le bâtiment, mais il n'a pas réussi à retrouver assez de courage pour y retourner. Sa course folle s'est poursuivie toute la matinée, jusqu'à ce qu'il atteigne un village où il a frappé à la première porte et a raconté sa mésaventure. On lui a conseillé de repartir dans l'autre sens et de remettre l'argent là où il l'avait trouvé, sur l'arbre. Il s'est alors souvenu qu'il l'avait mis dans ses poches, y a fourré ses mains, mais n'y a trouvé qu'un trou. Tout était tombé à travers alors qu'il s'enfuyait. Il était donc bien évidemment hors de question de revenir sur ses pas et il a poursuivi sa route vers Amga avec quelqu'un du village. Yakoutie, conte 7, près de la rivière sans nom. Je vais encore vous raconter une creepypasta Yakout. Elle est un peu inhabituelle pour le folklore local car les esprits maléfiques, les abassis, ne sont en général pas décrits comme des êtres faisant totalement partie du plan physique. Leur aspect est habituellement vague ou ils apparaissent sous forme de silhouettes. Ils se cachent dans l'obscurité ou bien leur visage reste indiscernable. Ils apparaissent brusquement puis disparaissent aussi secs, etc. Comme dans les pastas précédentes, quoi. Néanmoins, beaucoup de gens aiment la raconter au coin du feu et il y a même des écrivains locaux qui s'en sont inspirés pour écrire leurs récits.
L'histoire concerne à nouveau deux frères. L'aîné avait pas loin de 30 ans et le cadet avait 5 ans de moins. Ils étaient tous deux chasseurs et étaient partis braconner en automne dans un trou paumé, là où le gibier ne craignait pas encore l'homme. Ils n'en étaient pas à leur première expédition lointaine ensemble. Si bien qu'ils avaient déjà l'habitude, ils ne se faisaient aucun souci, tout était sous contrôle, la forêt, c'était leur chez eux. Ils avaient établi leur campement non loin d'une rivière sans nom dans les bois, avaient rapidement construit une cahute temporaire, allumé un feu, nourri l'esprit du feu, et à travers lui tous les esprits des alentours, selon la stricte tradition locale avec de la bouffe et de l'alcool, afin d'obtenir leur protection, puis ils s'étaient mis en chasse. Le gibier était abondant. Après 2 ou 3 jours, ils avaient un bon butin et ils se frottaient les mains en pensant à toute l'oseille qu'ils allaient se faire en revendant tout au marché noir. L'histoire se passe bien évidemment pendant la période soviétique, plus précisément vers les années 80-90, pendant lesquelles la misère était grande et le marché noir un moyen d'y remédier. Vers le 4e ou le 5e jour, la neige a commencé à tomber. Les deux frères étaient dans leur cahute après la chasse et dînaient en parlant de tout et de rien. Le feu crépitait, il faisait bon à l'intérieur et ils avaient le ventre bien rempli. Quand soudain, le son de quelqu'un marchant de l'autre côté du mur s'est fait entendre. Le bruit des pas dans la neige fraîche était net. Ils ont d'abord porté la main à leur fusil. Et si c'était un ours? Mais non, les pas étaient définitivement humains. Ils se dirigeaient vers la porte, puis une voix féminine s'est élevée. Bon, quel froid! Là-dessus, les deux frères sont restés quoi? Pendant ce temps, la porte s'est ouverte et a laissé entrer une magnifique jeune femme emmitouflée dans de beaux vêtements. Certes un peu démodée pour l'Union soviétique, mais la mode n'a aucune importance dans la forêt. L'important étant de se tenir au chaud. En voyant les deux frères, elle a déclaré joyeusement qu'elle était la fille d'un habitant d'un village peu éloigné, qu'elle était partie se promener en forêt et s'était perdue, qu'elle avait erré toute la journée et pensait déjà que c'était la fin pour elle, et qu'elle avait alors aperçu la cabane et le feu à l'intérieur et était donc entrée. Les deux frères se sont jetés un regard. Ils connaissaient bien l'endroit, et il n'y avait pas le moindre patelin à 300 km à la ronde. Mais la jeune femme était bien réelle, toute grelottante de froid, et en bons gentlemen qu'ils étaient, ils lui ont donc courtoisement fait une place à table en lui servant du thé et de la soupe. Elle a tout avalé avec reconnaissance et a commencé à parler d'elle, comme elle avait peur, comme elle leur était redevable, etc. Le frère aîné hochait de la tête. En revanche, le cadet, qui faisait bien moins confiance au hasard, observait leur hôte d'un air suspicieux. Lorsque l'occasion s'est présentée, il a prétexté une envie pressante pour sortir de la cabane. Il faisait déjà sombre, mais on y voyait encore quelque chose. Les traces de pas de la jeune femme étaient encore visibles sur la neige fraîche. Le jeune frère les a suivis pour voir que la piste s'interrompait sur la berge de la rivière. Mais la rivière n'était pas gelée. Si la jeune femme l'avait traversée en nageant, elle aurait dû être trempée. Ses doutes se sont renforcés, tandis qu'il se rappelait de toutes sortes de légendes incompréhensibles à propos de chasseurs et d'esprits maléfiques infernaux vivant dans les profondeurs de la forêt. Qu'on décrivait ces derniers dans les récits comme foutrement grands, à côté d'eux, les petits abassis en tout genre ne sont rien d'autre que du menu frottin. Bref, le gars a donc décidé de faire discrètement part de ses observations à son frangin et d'agir ensuite selon ce qui se passerait. En revenant à la cabane, il s'est aperçu qu'une bouteille avait déjà été ouverte et que son frère flirtait allègrement avec leur hôte. Ça se voyait que son cerveau avait arrêté de fonctionner et que son pénis avait pris le relais. Mais ça pouvait se comprendre. Il n'était pas marié, la jeune femme était vraiment très attirante et elle n'avait en plus pas l'air d'être contre. Le cadet a essayé de s'incruster dans leur discussion en prétextant que leur matériel de chasse allait tremper sous la neige et qu'il faudrait le ranger. Mais il n'a eu pour seule réponse qu'un regard de son frère signifiant clairement qu'il pouvait aller se faire foutre, et la femme s'est alors mise à le regarder avec un air si assassin, presque inhumain, que ça lui a flanqué la trouille et qu'il est reparti dans son coin. Il est resté assis avec un air sombre tandis que les deux autres se chauffaient de plus en plus. Mais il a tout de même réussi à attraper son frère alors qu'il était sorti un instant, juste avant de passer aux choses sérieuses. Il a alors essayé de tout lui raconter. Les traces, le regard qui l'avait fait flipper, de lui montrer que toute cette histoire ne tenait pas debout, mais l'aîné ne pensait plus qu'à sa partie de jambes en l'air, sans compter qu'il était complètement bourré et n'a rien voulu entendre. Finalement, ce dernier l'a collé contre le mur de la cahute et lui a promis une bonne blanrée s'il s'avisait de tout gâcher. Le cadet en est resté sur le cul. Jamais son frère ne lui avait parlé de cette façon, même après 3 jours de biture. Du coup, le petit couple est allé s'installer dans un coin de la cabane et s'est planqué derrière un paravent. Ils ont étouffé le feu, tandis que l'autre frère était allongé dans le coin opposé, écoutant attentivement ce qui se passait et broyant du noir, tout en gardant son fusil chargé avec 2 balles sous la couette, des fois que. Les 2 autres ont continué leur affaire, tout avait l'air de bien se passer, et le sommeil l'a peu à peu emporté. Il s'est réveillé pendant la nuit à cause d'un bruit de raclement.
Les braises du feu n'étant pas encore totalement éteintes, il n'avait pas dû s'écouler beaucoup de temps. L'étrange raclement venait de toute évidence de là où le couple était installé, et chaque raclement était suivi tantôt d'un gémissement, tantôt d'une plainte à peine audible de son frère. Le cadet a sauté hors du lit et s'est rué dans leur coin, l'arme à la main. Repoussant le paravent d'une main et tenant son fusil chargé de l'autre, il a alors vu, dans l'obscurité, une silhouette sombre qui n'avait rien d'une femme, à califourchon sur son frère, avec des yeux jaunes brûlants d'un feu ardent, occupant bien la moitié de sa tête, en train de lui bouffer le cou. Le son provenait du raclement de ses dents contre les vertèbres. Le pauvre homme gémissait faiblement. Le cadet, devant cette scène, a bien failli tomber dans les pommes, mais a quand même réussi à coller une balle à bout portant entre les deux yeux de la bestiole. Un glapissement a retenti et la créature a lâché sa proie, se traînant vers la sortie. Certaines personnes ajoutent à ce moment du récit qu'elle aurait dit « J'aurais dû te faire la peau en premier. » Là-dessus, le jeune frère lui a tiré un deuxième coup de fusil et la saloperie s'est enfuie de la cabane en hurlant une nouvelle fois et en défonçant la porte. Le cadet est alors remué les braises avec précipitation pour faire de la lumière, puis est revenu se pencher sur son frère, mais il était déjà trop tard. Ses yeux s'étaient fermés, sa gorge était en lambeaux, le lit était couvert de sang. Ce qui était étrange, c'est qu'il n'a trouvé aucune trace de sang sur le sol ou près de la porte, pas plus que dans la neige à l'extérieur, malgré les 2 balles qu'il avait tirées sur le monstre. Lorsque le jour s'est levé, le cadet est parti pour le lieu habité le plus proche sans attendre. Il est revenu plus tard avec quelques autres gars pour récupérer le cadavre de son frère et démonter la cahute. C'est à partir de ce moment qu'on a commencé à appeler cette rivière l'Abassi Yurege, la rivière aux esprits maléfiques, et qu'on a arrêté de traîner dans les environs. D'ailleurs, dans mon village, il y a un mec qui assure que l'Abassi Yurege se trouve dans l'Ulus Aldanski. Il y a été quelques fois et qu'il a même passé une nuit juste à côté, et que rien ne lui est jamais arrivé. Mais c'est sûrement pour se foutre de nous. Yakuti, conte 8. Le colocataire invisible. Un automne, un papy était parti couper du bois pour la cheminée dans la forêt avec son beau-fils et ses petits-fils. Ils avaient une grande famille. Le grand-père, la grand-mère, le fils aîné avec sa femme et ses 2 enfants, et le fils cadet avec sa fiancée. À propos, même aujourd'hui en Yakoutie, beaucoup vivent avec toute leur famille dans la même maison. Il faisait beau et ils avaient réussi à couper pas mal d'arbres en une après-midi. Mais vers le soir, ils sont tombés sur un gros mélèze particulièrement coriace sur lequel les coups de hache rebondissaient comme sur de la pierre. Même la tronçonneuse, du célèbre modèle Druzba, n'arrivait pas à rentrer dans le bois. Elle se bloquait à mort toutes les 2 minutes. Bon, il y a beaucoup d'arbres dans la forêt, donc le beau-fils a proposé de laisser celui-là tranquille et d'aller s'occuper d'un autre. Mais le grand-père s'est entêté, disant qu'il ne ferait pas honneur à sa réputation s'il n'abattait pas cet arbre. Ils se sont cassés la tête toute la soirée pour au final réussir à en venir à bout. Sur ce, ils en ont fini avec leur journée de travail. Et puis, le jour est venu où ils devaient charger les arbres sur leur tracteur pour les ramener au village. Là, le même arbre s'est fait remarquer dans toute sa splendeur. Lorsqu'ils ont essayé de le mettre dans la remorque, il est retombé 6 fois comme s'il était doué d'une volonté propre. Sur le chemin, il s'en est encore barré un sacré nombre de fois, même si le chargement était entravé par les barreaux. Lorsqu'ils sont enfin arrivés chez eux, ils ont préparé le tas de bois de chauffage pour le lendemain. Un des petits-fils a abattu sa hache sur l'arbre et celle-ci a rebondi pour le frapper lui-même au front. En voyant ça, le vieux s'est énervé et a invité tout le monde à s'occuper de cet arbre en premier. Ils y ont passé la journée, mais ont fini par le réduire en morceaux et le mettre dans le tas de bois. Le vieux a personnellement pris une botte de ce bois-là et l'a ramené à la maison pour le fourrer dans le four à bois. Après, bien évidemment, les bûches ne se sont absolument pas laissées enflammer. Mais le grand-père n'était pas non plus né de la dernière pluie, les a arrosées d'essence, a rempli le four de journaux et ainsi les a allumés. Les trucs bizarres ont commencé le soir, et pas comme dans les films américains où c'est graduellement de plus en plus bizarre à mesure que les mois passent. Mais le pire de tout, dès le début. La famille dînait, et la fiancée du jeune fils s'est soudainement mise à hurler à pleine gorge. Tous l'ont regardée et elle leur a dit que quelqu'un venait de la frapper en pleine poire. Ils ont d'abord pensé que la gamine avait pété une durite. Mais à ce moment, de nouveau, une personne invisible s'est mise à lui mettre des taloches de sorte que sa tête brinque-ballait de droite à gauche. Le grand-père a essayé de retenir lui-même le visage de sa belle-fille avec ses mains et là, la saloperie s'en est prise à lui foutant un coup dans le bide avant de se mettre à le baffer. Quand le vieux est sorti en laissant derrière lui le château hanté, la chose invisible s'en est de nouveau prise à la fiancée du cadet. Il l'a malmenée toute la soirée, jusqu'à ce que ses joues soient devenues rouges comme des écrevisses et puis s'est finalement barré.
Mais il était trop tôt pour les réjouissances, car la nuit, c'est de nouveau revenu la voir. Ça a balancé sa couverture sur le sol et s'est appuyé de tout son foutu poids pour l'asphyxier. C'est là qu'ils se sont tous mis à flipper. La fiancée en larmes, les gars qui ne captaient que dalle, le grand-père qui met sa tête dans ses mains en comprenant que leur bois de chauffage n'était pas issu d'un arbre ordinaire. Ils ont fait venir le prêtre du coin qui s'est pointé avec sa croix, son encensoir et son eau bénite. Le truc est direct venu balancer l'eau, casser le récipient, arracher le crucifix du cou du prêtre pour la balancer dans un coin et mettre des taloches dans la tronche du saint. Du coup, il s'est tiré aussi vite qu'il était arrivé. Après, le fun a commencé. La chose restait en général calme le matin et la journée, mais ne les laissait pas oublier sa présence en leur faisant des petites crasses. De la merde de vache dans le lait, de la pâte qui pourrit sans raison, des tasses qui se jettent toutes seules par terre. Le soir, elle revenait toujours s'en prendre à la fiancée, la tabassait, lui arrachait ses vêtements, planquait des trucs dégueulasses dans son repas, la pelottait pendant la nuit. Mais Dieu merci, elle n'a jamais essayé de la violer. Par contre, ça ne touchait pas les autres, même pas le grand-père, tant qu'il n'essayait pas de défendre la jeune fille. Si quelqu'un essayait quand même, ça lui collait une bonne leçon de manière bien plus violente qu'avec elle. On se retrouvait facilement couvert de bleu avec des os cassés. Même les deux petits-fils n'ont ni réussi à l'attraper, ni même à l'effleurer. Le grand-père s'en est remis au chaman de la région. Ce dernier a refusé de venir dans la maison, arguant que le mal présent était plus puissant que lui. Lorsqu'ils se sont tous mis d'accord pour dire que la bestiole était arrivée chez eux en même temps que l'arbre dans lequel visiblement elle résidait jusqu'alors, le chaman leur a conseillé de reprendre tout ce qui restait de l'arbre et de le rapporter à l'endroit où ils l'avaient pris. C'est ce qu'ils ont fait, et les bûches sont même arrivées à bon port sans la moindre pirouette étrange. Mais ça n'a pas marché. Il semblait que leurs colocataires s'amusaient bien plus au village. Ils sont restés comme ça 1 mois à tout essayer pour le chasser, en allant des cercles de charbon sur le sol, aux prières, en passant par les chats, mais rien n'a eu d'effet, et le truc faisait le malin avec ardeur après chaque tentative. Une telle vie a fini par affecter la santé mentale de la jeune fille, ses yeux ont commencé à se dessécher et elle s'est mise à délirer. Par ailleurs, à cette période, un agent de la Tchéka est venu leur rendre visite, envoyé spécialement depuis un autre village qui, après avoir eu vent des rumeurs, a décidé qu'il leur fallait aller rapporter le fait que le mal se répandait. Il est entré chez eux en gueulant. « Il est où, votre monstre ?» Et là, un coup est parti du flingue qui pendait à la ceinture du gars et il a bien failli se le prendre. Il a alors porté la main à son arme et là quelqu'un s'est mis à lui balancer méticuleusement plein de crottes depuis le four. Il a dégainé et a mis le four en joue, mais il n'y avait personne. Et puis, le truc a repris ses vieilles habitudes et l'a roué de coups au visage. Le mec de la Tchéka s'est tiré sans demander son reste et n'est jamais revenu. Au final, la famille a décidé de renvoyer la jeune fille chez ses parents dans un autre hameau. Alors qu'il roulait dans le village, elle regardait en arrière en disant « Mon pauvre Abassi ne peut pas nous suivre. Il est coincé. Ramenez-moi là-bas. » Et à la sortie, elle a dit « Mon pauvre Abassi est resté tout seul et pleure près du boulot. » Et d'un coup, le délire a disparu et elle a retrouvé la raison. Bien sûr, elle n'est jamais retournée dans ce village et le mariage s'est annulé de lui-même. D'ailleurs, au village, ils n'étaient pas contre. Car à l'instant où elle était partie, on aurait dit que leur colocataire s'était volatilisé, cessant ses farces et ses jeux. Au début, il s'effrayait à la moindre onde, s'attendant à son retour. Mais ça ne s'était jamais produit. Visiblement, sans la jeune fille, l'Abassi avait fini par s'ennuyer et était reparti dans son trou. Happy end, comme on dit. Une fois encore, la Yakoutie a montré que tout acte a ses conséquences dès lors qu'on ne respecte pas certaines règles de bienséance auprès des esprits et créatures qui y habitent et qu'on néglige certaines mesures de protection. Le jeune russe de l'histoire de l'argent facile se souviendra longtemps de sa mésaventure pour n'avoir pas cherché à comprendre la raison de la coutume des Kériacs au sein d'une région dont il n'était pas originaire et donc ignorant des conséquences frappant ceux et celles ne respectant pas cette tradition. Je pense qu'il ne reviendra pas de sitôt en Yakoutie. En tout cas, il sait désormais qu'il ne faut pas toucher aux offrandes présentes sur les Kériacs. Concernant les deux frères de l'histoire près de la rivière sans nom, le rescapé doit se mordre les doigts de ne pas avoir su être convaincant envers son frangin sur le mystère entourant la belle inconnue s'étant plus ou moins invitée chez eux. L'alcool et l'attirance suscitée par la femme s'étant incrustés chez eux a eu raison de la méfiance du malheureux aîné ayant succombé au charme de celle l'excitant au plus haut point, malgré les mises en garde de son cadet. Et les regrets ne changeront pas ce qui s'est passé, et le même cadet gardera en lui tout le reste de sa vie la culpabilité de ne pas avoir su être méfiant plus tôt.
Dans l'histoire Le colocataire invisible, la famille a compris, un peu tard, et particulièrement le patriarche, qu'il ne sert à rien d'insister quand un arbre yakout montre clairement que le coupé fait s'exposer à de graves déconvenues. Surtout quand l'esprit qui habite et invité malgré lui au sein d'une famille s'est pris d'affection pour la jolie fiancée résidant dans les lieux. Paradoxalement, cette dernière, malgré son éloignement forcé de la chose invisible lui servant de prétendant, a développé une attitude proche du masochisme. Une sorte de souvenir que lui a laissé l'esprit des gestes d'affection particuliers dont elle a été victime et qui a fini par s'habituer pour finalement regretter de ne plus y goûter quotidiennement. La Yakoutie, décidément, est un pays où il faut apprendre à se méfier de tout, à tout moment, car le danger peut se présenter n'importe quand et sous n'importe quelle forme, au moment où on s'y attend le moins. Je vous dis maintenant à très bientôt pour d'autres histoires yakoutes se déroulant au cœur de l'autre monde.